Bien, merci beaucoup pour l'invitation. On est super content d'être avec vous aujourd'hui. C'est drôle le thème alvéole de l'innovation, dans le sens que Ron et moi, on se décrit comme aussi des petites abeilles, des bumblebees. On essaime un peu partout dans la ville. On a rarement le temps de se poser et de se parler. Donc, puis Ron, t'as amené le miel aussi oui, on est producteur de miel aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on a parlé tantôt avec, en tout cas, un organisme bien connu en ville de produire aussi le miel, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Donc, comme je vous dis, on a rarement la chance de se rencontrer, Ron et moi. Donc, c'est comme si on était avec vous aujourd'hui. On se rencontre, on discute un peu de nos projets. Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours en arrière. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est comme si on se rencontre, on discute de nos projets, de ce qu'on fait. Vous êtes avec nous. Puis, bien, on va être disponible après aussi sur l'heure du lunch si vous avez des questions. Donc, oui. On y va. Donc, je laisse la parole à Ron avec les différents projets de Rayside-La-Bossière. Mais avant, j'aimerais vraiment que tu parles de l'aspect social là, de Rayside, de la façon que vous travaillez. Mais l'idée est là depuis longtemps, d'ailleurs, depuis que j'ai sorti de l'école, de marier un peu les enjeux sociaux avec un peu la profession d'architecture ou l'urbanisme, que ça fait longtemps. Était intensifié depuis peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années. Et maintenant, on s'est défini vraiment comme un bureau à vocation sociale. On fonctionne un peu comme un OBNL, dans le sens que 100% de nos bénéfices, depuis l'an 2000, sont réinvestis dans la communauté. C'est une entreprise privée, mais vraiment avec la vocation sociale, ce n'est pas une décoration de Noël, c'est ancré dans la mission de la boîte, avec une multitude de projets. On voit, je ne passerai pas à travers ça, mais beaucoup les projets collectifs. Il y a au moins 6 églises recyclées en usage collectif, usage social. Beaucoup d'autres propriétés religieuses qui sont en réflexion ou fait partie d'un peu cette réflexion-là. Nombreux centres communautaires, incluant les très grandes et les très petits, les locaux pour les organismes, le logement social, les milliers d'unités de logement social, et pas juste en tant qu'architecte, mais surtout les centres communautaires et les églises. Vraiment là, la première étape de réflexion, et non pas juste quand les plans commencent à se faire. Alors que ça fait vraiment partie de un peu l'éthique et la manière de travailler du bureau. Et c'est super ça. Nous, de notre côté, c'est ça, la Maison de l'innovation sociale. Elle est toute récente, en fait, ça fait juste quelques mois. Donc, on est vraiment sur comment passer de l'idée à l'impact en collaboration. Donc, comment trouver sur le terrain les meilleures idées présentement, qu'est-ce qui se fait, comment qu'on agit en collaboration, puis qu'on s'assure, en fait, qu'on arrive à un résultat ensemble. Par exemple, on a un tronc commun dans tous les projets, que c'est vraiment la base, c'est une plateforme d'écoute et de dialogue où ce qu'on va vraiment à l'écoute de la population puis de voir en fait qu'est-ce qu'on a de besoin sur le terrain. Et non pas se dire OK, on a une bonne idée, on va faire quelque chose et après on verra qu'est-ce que le résultat va donner. Et comme exemple ici, j'ai mis Amplifier Gamelin. Il y a eu avec l'année dernière, avec le partenariat du quartier des spectacles et plusieurs acteurs autour du projet, une opération où on est allé dans un secteur de Montréal justement qui était un lieu où il y avait beaucoup de sans-abri, un lieu de passage où ce que les manifestations souvent partaient. Et avec l'histoire du quartier, il y a une place qui s'est mis en œuvre là. Et en fait, on est allé parler à tout le monde qui utilise cette place-là. Donc, c'est un exemple de personnes qui ont été interviewées. Si vous allez sur Internet, Amplifier Gamelin, Dessine-moi Gamelin aussi, c'est vraiment... on a interviewé la police, les sans-abri, même maintenant, c'est un ancien sans-abri qui gère la place. Donc, c'est vraiment comment mieux faire ensemble et comment partager l'espace commun, l'espace public. Puis c'est ça, à travers nos différents projets, on inclut beaucoup là, la participation citoyenne. On vise à avoir vraiment des studios où tout le monde va pouvoir collaborer et venir aussi là, utiliser l'espace de travail et pouvoir échanger avec les gens sur place. Et éventuellement aussi avec les différents projets, voir où est-ce qu'on établit nos résidences. Donc, la Maison d'innovation sociale, c'est pas un lieu fixe, c'est vraiment les besoins de la population et voir où est-ce que, justement, on va travailler avec la population sur place, là. On voulait voir, c'est vrai qu'une partie du sujet aujourd'hui, c'est comment on marie un peu les enjeux sociaux avec la manière qu'on façonne la ville.
Puis j'avais juste mis un peu beaucoup les termes. Beaucoup les termes ne disent pas la même chose, mais il y a certains éléments qui entrecroisent, le moins qu'on peut dire, la notion de quartier complet. Ce n'est pas juste un quartier résidentiel. Question de consolidation des quartiers existants, les quartiers verts, quartiers pour les familles, les enjeux de développement durable, toutes les questions de l'appartenance au quartier, les cœurs du quartier, même quelqu'un dernièrement avec qui on travaille a sorti une expression des quartiers authentiques. Il y avait le Smart Growth qui est à travers l'Amérique du Nord, un peu, même en Europe, un peu une notion de comment on développe les villes. Il y a le village urbain et même, s'il n'est pas sur la liste, même la ville intelligente. Okay, comment? Je pense que un des enjeux, puis pour la prochaine diapo, c'est vrai qu'un sujet comme ça, et beaucoup les enjeux qu'à la fin d'une colloque, à la fin d'un événement comme ça, les objectifs pour le mariage entre la ville, l'aménagement, les quartiers et les objectifs sociaux sont souvent pas prévisibles, mais il y a un certain nombre de choses qu'on veut faire dans les quartiers, un certain nombre qu'on veut faire dans les nouvelles zones à développer. Et même dans la place qu'on appelle le schéma d'aménagement, qui est un peu une vision de l'île au complet, il y a le plan métropolitain qui s'appelle le PMAD, on a beaucoup de misère dans la réalité de marier l'ensemble de ces objectifs sociaux avec le résultat au bout de la ligne. Alors qu'on voulait juste souligner par cette carte-là, ce n'est pas les seuls enjeux au niveau de la ville, mais il y a beaucoup de zones qui vont être soit en développement, en consolidation dans les années. Il y a déjà, et on a fait la liste il y a le REM qui va fondamentalement redéfinir la ville, surtout autour des quartiers des stations. On sous-estime l'impact d'une station. Il y a l'Est de Montréal qui est peut-être beaucoup moins desservi, qui est même un enjeu entre l'Est et l'Ouest. Il y a les grands secteurs en discussion ou en chicane. Des fois, c'est en discussion, mais c'est en chicane. Puis des fois, c'est Pierrefonds-Ouest. Il y a la Chine-Est. On a vu les gens hier autour des enjeux de la Chine-Est. Puis tous ces quartiers-là, c'est un fort potentiel d'une forme de redéveloppement et de comment faire un développement qui coïncide avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout évident dans la vraie vie de tous les jours. Il y a d'autres milieux de la savane, je vais revenir tantôt autour de l'hippodrome. Il y a de l'Acadie sauvée. Il y a les Chopingus qui arrivent à sa maturité. C'est un projet. D'ailleurs, comme jeune architecte, je ne sais pas combien, j'ai peur de dire il y a combien d'années, mais j'ai travaillé sur les hypothèses de relèvement de l'Angus, ça fait plus que 40 ans. Il y a Griffintown, que c'est déjà en évolution, le moins qu'on peut dire. Bridge, Wellington, les sites institutionnels, c'est vrai que c'est le Royal Vic, c'est le Children's qui est en forte discussion, le moins qu'on peut dire. Et il y a l'Hôtel-Dieu, j'y reviens tantôt. Il y a tout le quartier au sud-est du centre-ville, qui est le centre-sud, j'y reviens avec un diapo tantôt. Et il y a tout l'enjeu, le développement, parce que c'est une chose de dire que la ligne bleue va être extensionnée un jour, je ne sais pas dans combien de mandats politiques, peut-être, j'imagine, on va l'avoir avant 2040. Je ne sais pas si ça donne un horaire réaliste, mais c'est comment on développe, comment on consolide le quartier auto, c'est tout un autre, avec les valeurs sociales qu'on discute aujourd'hui. Et le dernier, l'Assomption, c'est un peu quand le chicane a pris, avec toutes les contraintes, les besoins de la Port de Montréal, la circulation, c'est un parc industriel, c'est un quartier résidentiel aussi plus au nord. Comment est-ce qu'on fait avec une vision à long terme? Parce que quand le chicane a pris, c'est parce qu'il y a quelque chose en amont, peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Ron vient de parler des différents projets qui sont pas mal sur toute l'île de Montréal. Ils ont aussi la philosophie de développer la ville pour les enfants. Et parlons d'enfants, justement. Un des grands projets cet été avec la Maison d'innovation sociale, c'est vraiment comme quand il parlait de saisir les opportunités. On fait présentement avec l'Hôtel de Ville, il y a la politique de l'enfance qui existe depuis l'an dernier. Il y a les grandes festivités du 375e présentement. Donc, on a décidé de faire un maillage, en fait, avec justement cette politique de l'enfance, le 375e qui fait la grande tournée à travers tous les arrondissements de la ville de Montréal. Et c'est une première fois qu'on écoute les enfants dans le développement de la ville. On a créé un jeu où on leur demande vraiment qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour Montréal dans la transformation de la ville. On est en train de récolter les données qui vont justement aller jusqu'à l'Hôtel de Ville. Il va y avoir un site Internet
les données vont aussi servir aux signes vitaux de la formation de la Fondation du Grand Montréal. Et à ce moment-là, c'est vraiment des préoccupations pour les enfants là, qui parlent de leur quartier, de leur parc, de l'aménagement. Et on est très inclusif dans la façon d'aller sélectionner, en fait, ces personnes-là qui sont pas les citoyens de demain, mais vraiment des citoyens d'aujourd'hui qui vont prendre des décisions demain sur le développement de leur quartier. Donc, avec vraiment un aspect très, très ciblé sur qu'est-ce qu'ils ont besoin autour de chez eux, par rapport à leur école, par rapport à différents trucs, les ruelles, etc. Donc, c'est très, très pris en considération dans notre façon de travailler vraiment pour cette parcelle-là, ce que les enfants ont besoin là, dans le développement de la ville de Montréal. Donc, on parle aussi souvent qu'à Montréal, on travaille en silo, mais effectivement, il y a beaucoup d'exemples où c'est pas nécessairement l'aspect de briser les silos, mais comment faire les ponts entre les silos pour être sûr que les bonnes personnes se parlent au bon moment afin de maximiser l'impact là, sur le territoire. Souvent, d'ailleurs, c'est un peu comme quand on demande en entrevue, est-ce que vous aimez travailler en équipe? Mais tout le monde dit oui, il aime travailler en équipe. La question devient inutile. Si on demande est-ce que vous êtes ouvert à briser les silos, tout le monde est ouvert à ça. Qui dirait non? Le vrai défi, c'est de le faire en réalité, puis encore plus avec les institutions, ou même la ville qui a une complexité, certains diraient inévitable, mais c'est comment faire en sorte que tout le monde travaille ensemble autour d'un développement d'une partie de la ville, ou même la ville au complet. C'est le défi constant. Mais on met le diapo pareil, ça veut dire qu'il faut le mettre pareil. Et c'est juste, je vais donner 3 exemples. Ça veut dire que c'est un secteur, pour ceux qui connaissent moins, c'est dans le sud, de centre-sud. Ça veut dire qu'entre le fleuve puis la rue Ontario, puis à l'est de la rue Saint-Denis. Puis il n'y a pas juste un grand projet qui s'en vient, il y a une multitude de projets qui va fondamentalement transformer le sud-est de centre-ville. Il y a un potentiel. Il y a, je vais juste donner le CHUM qui va ouvrir bientôt. Il y a l'agrandissement du Palais du Congrès. Il y a le Molson qui ne déménage pas, mais oui, il va déménager une partie, mais qui va redévelopper le site. Il y a Radio-Canada en 2 phases, le propre site puis l'autre site par un promoteur. Il y a un énorme site au coin de Sainte-Catherine-des-Lomiers. Et il y a toute une zone en transition entre ces projets-là que personne n'en parle. Mais on parle d'un potentiel juste en termes de chiffre, de nombre de logements, parce que ce ne serait pas juste les logements, ça va être les zones d'emploi, de 17 000 logements. 17 000, c'est peut-être 10 000 logements, puis zones d'emploi, puis tout ce que vous voulez. Mais c'est une transformation radicale. Et on a dit, il y avait un forum de développement social, forum citoyen dans le quartier centre-sud, lequel j'ai participé, puis la CDC est ici. Puis on a dit comment, justement, faire le mariage entre les objectifs sociaux, entre les enjeux de qualité de vie puis la mixité sociale, et qu'est-ce qu'on fait avec 17 000 logements qui vont se construire et va remplir toute cette partie-là sur une période de 15, 20, 25 ans. Et que c'est les propriétés privées, c'est pas les terrains publics. Que voilà le défi. On organise un petit événement en automne avec la CDC, mais le défi reste. Et il y a un autre enjeu. Oui, c'est moi qui. Ça, c'est le site de l'hippodrome, pour ceux qui connaissent. Et on travaille avec le CDC de Côte-des-Neiges avec un peu les enjeux sociaux, comment on l'applique avec un site public dans ce cas-là, qui donne quand même un avantage significatif. Mais là aussi, comment marier les enjeux sociaux, l'ensemble des enjeux de qualité de vie, et autour d'un site public qui va demander beaucoup de réflexion à comment jouer une zone d'influence en attendant que la ville prenne en main ce site-là qui vient juste de se passer, il va l'annonce la semaine prochaine. Mais ce n'est pas juste l'hippodrome dans ce secteur-là. Il y a à côté le Triangle, il y a une 15-40 peut-être qui va débarquer dans le parc industriel de Ville-Mont-Royal. Comment faire marcher toutes ces composantes-là ensemble avec une cohérence de management qui respecte un peu ce qu'on va dire aujourd'hui, puis les objectifs beaucoup d'organismes dans la salle. Puis peut-être, toi, tu peux parler une partie. Ça, c'est le site de l'Hôtel-Dieu. C'est sur le flanc de la montagne, presque, que c'est aussi les enjeux qui discutent depuis 2013, 2012, nous, 2007. Okay.
Ben c'est ça, on parle beaucoup de développement, mais il y a aussi des sites qui sont dans la ville puis qui sont résiduaires aussi, comme par exemple, justement, le site des Hospitalières de Saint-Joseph. L'annonce a été faite la semaine dernière, ça devient maintenant la Cité des Hospitalières. Et il y a un groupe de réflexion, c'est pas seulement se dire comment on peut occuper les lieux, mais il y a vraiment un groupe de réflexion qui a travaillé là-dessus sur le narratif, la trame de qu'est-ce que ça signifiait ça pour Montréal. Le fait de prendre en considération que c'est les premières innovatrices, les premières entrepreneurs, les premières bâtisseuses de la ville. Donc, quel organisme pourrait vraiment prendre position, être dans ce lieu unique-là, qui est au cœur de Montréal, qui dialogue avec la nature, qui est entre tous les bruits et dans le silence également. Et par exemple, justement, lors de l'annonce la semaine dernière, éventuellement, la Maison d'innovation sociale veut avoir des ateliers créatifs à cet espace-là, mais c'est aussi des gens comme l'Atelier des chefs avec Jean-François Archambault qui veut redonner la soupe aux gens à 10 heures du matin, le bureau de l'intégration des nouveaux arrivants également. Donc, le développement social de la ville passe aussi par un cœur névralgique aussi qui est au plein milieu et qui veut redonner en fait à la ville ce que c'était la vocation à la base là, de toute cette institution-là. Puis toi, c'est plus la partie de l'Hôtel-Dieu aussi. On travaille sur l'autre côté, le côté vraiment le site de l'hôpital avec 2 milieux communautaires et le milieu de l'action de la CDC, l'action Solidarité Grand Plateau, le table de quartier, mais aussi le milieu communautaire de Milton Park, et comment faire marier l'ensemble des objectifs, incluant les enjeux syndicaux puis le maintien de partie de l'hôpital. Vous savez, le moins qu'on peut dire, c'est un enjeu complexe, puis on a toujours défendu, et c'est une chose de défendre, mettons, juste un enjeu social pour l'Hôtel-Dieu, au moins une partie significative. C'est tout un autre d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces développements-là, incluant les voisins, qui c'est la propriété des sœurs, en vue d'une vraie mixité sur le site. Ça veut dire que vraiment de réserver les places pour le logement social, peut-être un peu classique, mais comment intégrer la mixité un peu partout sur le site, puis comment créer un peu un village à l'intérieur du village. Puis pour ceux qui connaissent le secteur, il y a le Saint-Urbain, que j'appelle des fois Saint-Urbain, c'est comme une autoroute à l'interne. Ça veut dire que le monde va très vite. Il y a une piste cyclable où aussi le monde va très vite. Tout va très vite, autre que les piétons. Et comment retisser un peu, puis il y a d'autres terrains vacants plus loin sur Saint-Urbain qui appartiennent au réseau de santé. Comment avoir une vision, oui, sur le site de l'hôpital, oui, sur l'ensemble des sites incluant les sœurs, mais aussi sur l'ensemble du secteur. C'est pas évident, mais c'est toujours ça qu'il faut. Moi, je le dis souvent, dans le milieu communautaire, il faut pratiquer d'avoir une vision. Parce que si vous pensez que votre voisin est là, ce n'est pas nécessairement le cas. Il n'y a rien mieux de pratiquer, même si on se trompe, qu'on a préparé pour les grandes discussions, qui regardent un ensemble d'un secteur, et pas juste pour avoir les logements sociaux, pas juste pour avoir un centre communautaire local pour les organismes, mais un peu comme de voir comment le tout fonctionne ensemble. C'est toujours ça le défi. Et de commencer tôt dans le processus, quand le monde dit « mais on n'est pas prêt pour discuter », moi je dis souvent, c'est le meilleur temps pour discuter, quand le monde ne sont pas prêts. Et c'est quand je vois les beaux dessins, puis on est capable de faire les beaux dessins, puis même pour l'Hôtel-Dieu, c'est les dessins superbes. Quand les beaux dessins, des fois, c'est fait parce que les discussions sont terminées. Il faut arriver avant cette étape-là, et vraiment, quand on dit discuter en amont, il faut avoir quand même pratiqué une forme de vision. Ça va être quoi le quartier dans 30 ans? Ça va être quoi le quartier dans 20 ans ou 50 ans? Parce que même l'hippodrome, on avait dit, quelqu'un dans une petite assemblée de cuisine, il dit, vous pensez que ça prend combien de temps, mettons, ce genre de développement-là? Mais j'ai dit, je ne sais pas, 15, 20, 25 ans, la personne a sauté au plafond. Il imaginait que les pépines débarquaient dans quelques mois. Et des fois, c'est un mélange d'avoir la patience, d'avoir une vision à long terme, mais d'agir à court terme en fonction de cette vision-là à long terme. C'est tout le temps le défi. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on voulait clore, en fait, cette communication-là, dans le sens que, présentement, il y a vraiment cette effervescence-là. On n'a jamais vu cette effervescence-là pour le développement, pour les projets d'aménagement, dans le sens que 80% de la population, maintenant, habite en zone urbaine, puis là, tout le monde a ses petits projets de ville, de quartier, etc. Il y a eu beaucoup d'appels à projets dans le cadre du 375e aussi. C'est une année électorale, on peut pas se le cacher également. Donc, dans la façon qu'on travaille
travail. Il faut vraiment toujours garder en tête, là, comme Ron vient juste de le dire, le long terme. Oui, il y a du court terme, mais comment on planifie pour être certain qu'après 2017, en 2018, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce qu'on consolide aujourd'hui continue, prendre forme, puis participe en fait au développement de la ville, là. Et je pense que c'est important. Il y en a beaucoup, des fois, qui sont réticents par rapport à une grande fête, mettons, de 375e. Pas moi. Moi, j'aime ça, l'idée de signaler. Mais ce n'est pas un aboutissement de projet pour moi, c'est un début de réflexion. Ça veut dire que oui, il y a une genre de magie. Puis le pont est juste en bas de chez nous. J'aime beaucoup le pont. J'étais à l'ouverture, puis je n'avais pas prévu les feux d'artifice et que notre chien a eu presque une crise cardiaque. Pas par rapport à la lumière, mais les feux d'artifice. Et j'avais vraiment pas prévu ça. Pour moi, d'ailleurs, qui est dans la planification à long terme, j'ai manqué mon coup là. Mais c'est le 375e. Moi, je dis, mais c'est un peu une pratique pour le 400e parce que façonner une ville, c'est ça le temps que ça prend. Et ça commence par un petit grain de vision. Moi, je rencontre souvent, mettons, je ne sais pas s'ils sont ici, mais le monde de Pointe-aux-Trembles. Il y a 20 ans, on a commencé à travailler avec le monde de Pointe-aux-Trembles et ça fait 70 millions de projets sociaux collectifs qui sont faits, qui a commencé en 1996 avec un souper de spaghettis avec pas une scène dans leur poche. Alors, je dis, il y a l'espoir quelque part, même les enjeux autour de tous les projets que j'ai mentionnés, il n'y a rien de mieux de commencer à réfléchir maintenant. On peut beaucoup se tromper. Des fois, la barre est trop haute, puis il dit ça ne marchera pas. Mais il faut au moins ouvrir ces discussions-là entre les différents joueurs. Puis même de dire, moi, je préside un comité aux chambres de commerce qui me fascine toujours parce que, par une fois, on ne parle pas avec les gens déjà convaincus, on parle avec le monde qui ne sont pas convaincus. Et de mélanger du monde, on croit beaucoup à ça, même autour d'un verre de vin, mais des fois, ça devient un peu obsessif. Mais c'est quand même ce défi-là de mélanger du monde, comme toi et moi, c'est ça? Voilà. Alors, c'est ça? Oui. Alors, pour les questions. Alors, on prendrait quelques questions pour Ron, notamment, et Mme Daudier. Donc, est-ce que quelqu'un, que ce soit sur les projets plus spécifiques qui ont été présentés ou sur les visions qui nous ont été présentées? Oui, ça ne sera pas très long. S'il vous plaît, vous présentez pour tout le monde. Oh boy, oui. Bonjour. Plonge. Ça me fait plaisir de vous parler. Yves Bellavance, Coalition montréalaise des tables de quartier. Non, on ne dit pas ça parce que Nathalie nous a dit d'être nous-mêmes. Yves Bellavance. Donc, moi, ma question que je vous relancerai, c'est, on le sait un peu ce que ça prend pour avoir des quartiers complets, ce que ça prend pour avoir des beaux milieux de vie. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Mais, à votre avis, à vous, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que devraient faire les architectes, les urbanistes, les développeurs immobiliers? Qu'est-ce qu'ils devraient retenir de ce qu'on fait comme travail sur le terrain pour changer leurs pratiques? Et à l'inverse, nous, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux pour être capable d'avancer dans nos stratégies pour avoir des milieux de vie intéressants? Bien, moi, je dirais à la base aussi, il y a vraiment comme toute cette facette-là, justement, de la population. Il y a eu un grand mouvement dernièrement, là, avec, ça fait quelques années, là, les ruelles vertes qui recommencent à éclore partout, les espaces urbains improvisés ou bien planifiés. En fait, je pense que dans la planification, c'est vraiment de voir avec l'ensemble où ce que les gens ont besoin de quoi. Et des fois, c'est même aussi minime qu'un partage d'un terrain ou quoi que ce soit, mais c'est pas la ville nécessairement qui voit ces affaires-là dans le day-to-day. Il y a eu la semaine passée, là, justement, par rapport à une ruelle, là, ils voulaient enlever un jeu ou quoi que ce soit, puis quand le maire de l'arrondissement est allé, il se dit, ben voyons, ça n'a pas de sens, on laisse ça là. Donc, c'est vraiment de voir les besoins et de comprendre, en fait, de quelle façon, ergonomiquement aussi, ça peut juste se développer, là. Et aussi les exemples, PD, on a fait un exercice dans l'ouest de centre-ville autour de ce qu'on appelle Civic Commons, ou les espaces de socialisation, puis une manque criante des espaces pour les familles récréatives. Et en même temps, Concordia a les espaces récréatifs clôturés qui sont peut-être théoriquement accessibles à les communautés, mais pas vraiment ouverts dans le sens subjectif du terme. Donc, des fois, c'est de mettre le monde ensemble. Mais aussi une forme de
Les exemples ailleurs, quand on a travaillé sur l'hippodrome, dans le forum, on a parlé beaucoup de densité, parce que le monde peut-être aimerait les petits immeubles de 2 étages, mais il aimerait avoir une école locale, il aimerait avoir une école secondaire, il aimerait avoir les fonctions de santé, un SAQ, les affaires comme ça, mais ça veut dire que, et de comment concentrer les services de proximité dans un minimum de cohérence, dans une vision d'ensemble, pour qu'à la fois il y ait une densité que peut-être vous devez être plus élevée que leur image au début, mais c'est un échange avec eux. Et les vieux quartiers qui sont déjà consolidés, la densité n'est plus une question. Mais l'exemple dans le sud-est de centre-ville, mettons au prix des terrains, ils vont avoir la densité, mais comment faire un quartier humain un peu à l'échelle, ce que le monde dit, les buzzwords, un quartier à l'échelle humaine, et en même temps d'avoir, il y a d'autres villes qui ont réussi avec quand même une certaine densité, mais c'est une discussion qu'il faut avoir. Il n'y a pas d'architecte ou urbaniste qui ait la recette magique. Mais comment il devrait avoir les outils. Pour l'hippodrome, on a sorti ce qu'on appelle le pyramide d'âge. Dit, vous voulez avoir un quartier surtout de famille, vous voulez avoir X densité qui donne X nombre de logements, une période d'âge qui est en forme de statistique, de regarder, mais il y a combien d'enfants de l'âge scolaire. Okay, on a dit, mais cette population-là est capable, entre guillemets, de supporter 3 écoles primaires ou 2 écoles, peut-être une école secondaire, peut-être ci, peut-être ça, mais c'est la dose entre le rêve, puis on a un travail pour alimenter cette réflexion-là avec une forme de conséquence. La question de transport en commun, elle revient tout le temps, surtout dans ces zones-là en tradition, parce que les autobus ne passent pas assez souvent. Puis, okay, c'est un mélange, je veux dire, de aider les gens d'établir une base, de rêver, mais en même temps de fournir la base pour que le rêve devienne, peut-être dans 15 ans, 20 ans, la réalité. C'est toujours ça le jeu. Puis la base, je dis, même mon associé, on fait la face, lui, il met la base souvent. D'ailleurs, il est ici, la Bossière, dans l'Aviole, mais lui, il met la barre plus haute qu'on rit de ça. Mais tu sais, le niveau de la barre, c'est important. C'est pas nous l'établir, mais c'est dans ces discussions-là. Madame ici, qui avait une question, s'il vous plaît, vous présenter. Bonjour, Coralie Denis. Je suis directrice du Conseil régional de l'environnement. J'amènerais la question parce qu'il y a beaucoup de gros projets. On voit qu'il y a un potentiel incroyable de développement à Montréal pour les 20, 30, 40 prochaines années. Et toute la question, c'est de se dire comment on construit des milieux de vie vraiment 21e siècle de qualité pour tout le monde, d'un point de vue donc durable sur tous les sens du terme, qualité pour les familles et autres. Mais comment on s'assure, parce que les architectes, les urbanistes, vous êtes un peu au cœur de les premières réflexions, c'est ça que j'entends dans ces quartiers-là. Ben nous, oui, mais, pas toutes, oui. En partie. Mais comment on s'assure qu'on arrive, parce qu'on est au développement social ici, la question de la gentrification, comment on s'assure de faire en sorte qu'on assure à certaines personnes de pouvoir rester, de ne pas avoir, parce qu'on va avoir évidemment une valeur foncière autour de ces secteurs-là qui va certainement exploser dans certains cas, ou tout du moins, c'est sûr, augmenter de façon majeure. Comment on essaie de récupérer un peu ça pour réinjecter dans la machine plus sociale, donc des projets sociaux comme du logement social, des coops, etc. Parce que c'est un enjeu majeur dans tous ces projets de développement importants qu'on voit poindre à l'horizon. Tu veux y aller ou je vais répondre? OK. Mais d'abord, une vision cohérente. Ça veut dire qu'une leçon de Griffintown, c'est qu'il n'y avait pas une prévision pour les espaces publics ni d'école. Et les services de proximité ont un peu évolué en fonction de la multitude de projets. C'est un peu ergonomique, mettons, qui n'est pas nécessairement la meilleure moyenne. Ça veut dire que quand on veut les places publiques après, on dépense une fortune parce que la valeur du terrain, en fonction de revenus à Griffintown, on la multiplie peut-être par 10. Et l'idée de plus que souvent, c'est la méthode à l'envers. Un genre de plan d'ensemble cohérent avec déjà la planification des espaces publics, déjà la planification des lieux, les écoles, pour que l'emplacement de l'école soit structurant pour le quartier et non pas juste n'importe où. L'emplacement même des projets sociaux, parce que c'est la tentative, quand c'est vendu aux promoteurs, c'est de mettre les projets de logement social sur la périphérie du quartier ou dans les zones moins désirables. J'ai eu ces discussions hier d'ailleurs.
Et avec un grand propriétaire immobilier, puis il voulait tasser, c'est la barre de l'eau, il dit on ne mettra pas le logement social là. Il dit, c'est ça la vraie discussion aussi, des fois, les enjeux. Et comment un peu prévoir, parce que la gentrification, bien, ça fait un grand sujet, puis je ne voulais pas lancer la discussion sur la gentrification. Un des moyens, c'est au moins de consolider les éléments sociaux et les éléments pour les mettre à l'abri, ces terrains-là ou ces projets-là, de la spéculation qui, des fois, est inévitable. Je dirais aussi, ça passe beaucoup par l'éducation, parce qu'en effet, à part des gens qu'on s'intéresse à la question, faudrait que ce soit plus connu, parce qu'il y a des règles qui existent, justement, le 15% de logement social, tout ça. Il y a aussi des bonnes pratiques qu'on peut nommer en exemple. Quand je pense justement au développement dans le sud-ouest, des promoteurs immobiliers comme Prével qui font attention de mettre le 15% de l'inclusion dans les CCU aussi. Je dis tout le temps au monde, impliquez-vous, parce que quand le promoteur vient présenter un projet, puis oui, on peut renvoyer au dessin là, pour dire il est où le 3-4 chambres à coucher, pourquoi que c'est toujours une chambre, pourquoi c'est pas des logements familiaux, tout ça. Donc, il y a une voie qu'on peut avoir à Montréal, puis il faut pas oublier qu'on peut l'apprendre des fois aussi. Donc, en s'impliquant, ça fait bouger les choses aussi. Donc, ça passe par l'éducation beaucoup et connaître aussi c'est quoi les règles qui peuvent être appliquées et non pas juste être laissées de côté, là. Excusez-moi, pour les néophytes de l'urbanisme, un CCU, c'est quoi? Comité consultatif d'urbanisme, il y en a dans chacun des arrondissements, pardon. Merci. L'approbation de projet passe par ce comité-là. Puis il dit, juste donner un exemple, puis il dit, à Toronto, la ville a le pouvoir que la ville de Montréal n'a pas, d'exiger, qu'un certain nombre de logements, même dans les propriétés privées, qui sont qui sont disponibles pour les enfants. Ça veut dire que les 3-4 chambres à coucher, ils exigent ça même dans le secteur privé. C'est peut-être pas l'objectif ici, là, les enjeux sociaux, mais les seules manières à Montréal d'avoir les logements sociaux, c'est via logement famille. C'est via le programme de logement social, parce que le privé fait que les petites unités. Quand on est plus en périphérie, dans l'ouest de la ville, à Pointe-aux-Trembles, des fois, les logements sont un peu plus grands, mais dès qu'on approche les milieux urbains un peu plus denses, c'est que les petites unités. Okay? Est-ce que c'est ça qu'on veut dans un nouvel quartier, que les seuls enfants, les seules familles habitent les projets de logement social, ou est-ce qu'on veut une mixité dans tous les sens du système? Mais une manière, la réglementation est un outil de façonner la ville qu'on veut. Alors, il faut des fois avoir une perspective à long terme. Comment on change autant de zonage, puis les nouveaux outils, peut-être qui n'existent pas. C'est un peu comme les frais de développement, la fiscalité. La fiscalité, une partie devrait être pour faire la ville qu'on veut. Est-ce que dans 30 ans, on va être content avec ces développements-là, avec cette approche-là de zonage et réglementation? Alors, on va prendre, excusez, là, il y a 2 questions, mais le temps nous manque. Donc, monsieur à l'arrière. En fait, je vais donner la parole à monsieur parce qu'il était avant vous, mais vous avez une job, Lindsay et Ron, c'est d'aller voir par la suite monsieur pour être capable de répondre à sa question. Donc, pour que personne ne soit négligé. Monsieur Fanel, une dernière question, s'il vous plaît. Jean-Paul Fanel, je suis de la table de concertation sur la fin du développement social du Montréal métropolitain, mais surtout, je suis impliqué dans le quartier Saint-Michel et je suis un ancien résident de la ville Saint-Michel, donc ça fait un bail. C'est un gros problème. C'est un quartier qui est enclavé. Il y avait deux carrières, la carrière Miron et la carrière Francon. Il y a des populations, effectivement, il n'y a pas de ligne de transport entre les deux, là. Et donc, il y a beaucoup de zones qui sont négligées complètement, notamment au niveau de l'alimentation. Il y a des zones, là, il n'y a pas de dépanneur même dans des coins. Et donc, je suis convaincu, effectivement, que vous avez déjà été confronté à cette problématique-là, mais comment faire avec des zones comme ça où la trame de développement s'est faite après, effectivement, qu'il y a eu des grosses infrastructures comme ça, deux grosses carrières, et qui à toute fin pratique, ont brisé le tissu social. C'est enclavé, en plus de ça, avec la ligne de chemin de fer au nord, métropolitain, effectivement, au sud, les 2 carrières de chaque bord. Là, on ne peut pas parler d'un quartier, là, comme c'est là, il y en a 3 quartiers là-dedans. C'est les droits de la main, puis même la main est enclavée.
Oui, c'est assez spectaculaire. Et vous avez à peu près 3 minutes pour répondre à cette question. Non, mais c'est vraiment le défi. Puis même, juste pour ajouter une coche, c'est vrai que je ne sais pas dans combien de temps, on a discuté dans un des comités, mais c'est comme un jour ou l'autre, et le un jour ou l'autre n'est pas si loin que ça. Le métropolitain a besoin des travaux majeurs. Est-ce qu'on prend comme une catastrophe ou est-ce qu'on prend comme un défi? Une opportunité. Une opportunité. Et c'est pas évident parce que celle-là aussi, il peut avoir la barre qui est tellement haute puis il dit, ben là, tu sais, on ne ferait jamais ça. Là. Mais c'est maintenant le temps de discuter, justement avant que le ministère du Transport est prêt. De toute façon, quand est-ce que le ministère du Transport va être prêt? C'est un grand mystère. Mais et il faut débuter ces discussions, peut-être pas demain matin, mais de pas longtemps, puis dire, est-ce qu'on est capable de faire autrement ou est-ce qu'on est capable de faire un peu mieux que tout ça? Bien, effectivement, et les discussions en cours sur les carrières, effectivement, dont un des enjeux, c'est les jonctions Est-Ouest. Pas du tout évident, puis dans ce genre de... Oui, avec tout ce que vous venez de dire. Là aussi, ça prend une réflexion à long terme. Mais déjà, c'est depuis longtemps, le quartier Saint-Michel, il faut dire. Non, mais juste rajouter aussi qu'à cette réflexion-là, dans ce quartier spécifique-là, le tissu urbain social, justement, les gens qui y habitent ont tous des besoins particuliers. C'est une population qu'on sait que je dirais, entre guillemets, qui a aussi besoin d'amour dans leurs besoins, dans leur développement du quartier, tout ça. Donc, tout ça, nous aussi, on le met en considération dans les opérations d'écoute qu'on fait sur la ville, dans le développement, puis dans où essaiment, en fait, les besoins. Et Saint-Michel est un des quartiers où on a une préoccupation particulière aussi. Merci beaucoup. On les applaudit. Merci.